de permettre un temps d'échange entre les équipes donc les unités de recherche du CHU de Saint-Étienne et les soutiens au projet qui est donc intitulé « Une prise de sang pour diagnostiquer les neuropathies périphériques ». Pour ma part, donc moi je suis Charlène Bezacier, je travaille pour la Fondation Neurodis. Donc on a prévu un temps de 15h à 16h, donc je vous présente rapidement le contexte. Je vais présenter les deux chercheurs qu'on a la chance d'avoir avec nous cet après-midi. Et ensuite, je laisserai la parole à monsieur Jean-Philippe Plançon, donc, qui est le président de l'Association française contre les neuropathies périphériques. Donc la fondation Neurodis, c'est une fondation qui existe depuis 15 ans, qui soutient la recherche en neurosciences sur tout le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes. Donc elle a été créée par 8 membres fondateurs, dont les 4 CHU de la région, donc Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et bien sûr Saint-Étienne. La mission de la fondation, c'est d'apporter des financements aux équipes de recherche. Donc on a pour ça plusieurs activités d'appel à projets et une bourse d'accueil pour les chercheurs étrangers qui peuvent venir séjourner dans la région sur invitation d'équipes régionales. Et en 2021, on a décidé de créer un catalogue projet. L'objectif, c'était de mettre en place un nouvel outil pour aider les équipes de recherche à trouver des compléments de financement. On a donc posté sur le site de la Fondation 10 projets, dont le projet du Dr Moritz sur les neuropathies périphériques. C'est des projets qui ont été expertisés et qui répondent à des critères d'excellence scientifique. Et le projet donc, du Dr Moritz est la première victoire de cet outil, puisqu'il a reçu un succès immédiat. Donc d'abord d'un donateur particulier donc, de la Fondation qui a soutenu ce projet, et ensuite de l'association AFNP qui a joint ses forces et qui a permis de finaliser la collecte. Donc j'ai été ravie de pouvoir annoncer au Dr Moritz qu'il avait déjà pu obtenir donc le financement total de la collecte pour son projet. Et donc on est tous réunis aujourd'hui pour remercier les donateurs qui ont permis cette belle histoire et qui permettent surtout de faire avancer la recherche. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 chercheurs, donc le docteur Moritz, qui est, j'espère que je ne me trompe pas, donc ingénieur de recherche au CHU de Saint-Étienne-Nord, donc dans le service du professeur Candesanché, et qui est également membre de l'équipe Synatac à l'Institut Neuromyogène à Lyon. Et avec lui, du coup, on a le docteur Yannick Tolens, qui est donc pharmacien biologiste, maître de conférences et praticien hospitalier donc au CHU de Saint-Étienne également, dans la même équipe de recherche donc, que le docteur Moritz donc à l'INMG, dans l'équipe Synatac, et également enseignant en biochimie et biologie moléculaire. Est-ce que c'est tout bon? C'est Oui, ça. parfait. Voilà, écoutez, donc merci à vous deux de participer à cette visio. Je vais laisser Monsieur Plançon dire un petit mot et puis ensuite on vous écoute. Oui, oui, très vite, parce que c'est nous que nous voulons écouter cet après-midi, mais vous dire à quel point nous sommes ravis d'être ici, de participer, de contribuer à votre projet de recherche auquel nous croyons beaucoup. Effectivement, donc moi je préside l'Association française contre les neuropathies périphériques, une association qui existe depuis 15 ans, qui s'intéresse beaucoup aux neuropathies auto-inflammatoires, auto-immunes, mais pas seulement, même si c'est vraiment notre tropisme principal. Et la question des biomarqueurs que vous allez évoquer est une question qui est importante, qui est d'actualité, qui est profondément moderne. Et nous sommes ravis au sein de la FNP de vous accompagner sur ce projet qui, j'en suis certain, sera le premier d'une longue lignée, parce que nous le savons aujourd'hui, dans la famille des neuropathies inflammatoires, eh bien, il y a certainement un ensemble de sous-familles très nombreuses qu'on méconnaît aujourd'hui. Et véritablement, je crois que là, vous avez choisi une porte d'entrée qui est prometteuse. Et puis, au-delà de ça, l'équipe de Saint-Étienne, l'équipe de cliniciens en particulier, que nous les connaissons bien depuis des années, Jean-Philippe Candé-Sanché, Jean-Christophe Antoine, voilà, sont des cliniciens que nous voyons depuis longtemps, que nous aimons beaucoup et avec lesquels nous avons un réel plaisir à travailler. Donc, c'est un double, un triple, voire un quadruple plaisir que nous avons à contribuer à ce projet de recherche. Voilà. Bah, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. Et the floor is yours. Vous avez la parole autant que vous voulez.
Nous avons une trentaine de personnes qui s'est inscrites, une vingtaine de connectés pour le moment, mais je sais qu'on aura des vues à l'issue de cet entretien. Merci. D'accord, merci. Alors, c'est à nous. Merci beaucoup. Alors, je suis Christian Moritz, mon collègue Yannick Tolence à côté de moi, et nous sommes très contents, pas seulement que nous avons la chance de mettre en réalité notre projet, mais aussi de présenter notre projet à vous, au public aujourd'hui. Et oui, c'est rare que la langue de la science est anglais. C'est pourquoi c'est rare d'avoir une présentation en français. C'est pourquoi au début, je dis toujours, peut-être il y a des gens qui sont étonnés sur l'accent stéphanois, mais ce n'est pas l'accent stéphanois, c'est un accent allemand. Donc, je vais faire quelques erreurs syntaxe et grammaticales, mais le but est de transporter le contenu. Et très bien français. Vous êtes tout excusé. Merci. Oui, et le but, le focus, donc ça c'est, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. D'accord, très bien. Donc ça c'est notre bâtiment où nous sommes dans le moment et où on fait la majorité des recherches, la faculté de médecine. Oui, mais en même temps, on travaille et nous sommes embauchés par l'hôpital, donc c'est un groupe un peu interdisciplinaire de différents groupes et métiers. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Ah oui, d'accord, maintenant ça marche. Le focus, la maladie, dans le focus de notre groupe, c'est le PIDC. On utilise souvent l'abréviation PIDC. C'est pour polyradiculonéphrite inflammatoire, démyélinescente, chronique. Alors déjà, dans ces noms de la maladie très longs, on comprend un peu qu'est-ce qu'ils s'agit. Polyradiculonéphrite, souvent on dit aussi polyneuropathie. Alors poly et neuro, ou néphrite, ça veut dire plusieurs nerfs sont impliqués. Inflammatoire, alors le système immunitaire joue un rôle. Démyélinisante, ça veut dire une partie de notre neurones sont ciblés. Et c'est aussi chronique, ça veut dire la maladie va rester s'il n'est pas traité assez tôt. Et je voudrais rajouter quelques autres caractéristiques sur cette maladie, PIDC. Elle touche le système nerveux périphérique, notre système nerveux. On peut le distinguer entre le système nerveux central, c'est le cerveau, et le moelle épinière. Ça, ce n'est pas notre focus. Ça, le PIDC touche tout le reste, le système nerveux périphérique qui s'occupe des peaux, par exemple, et avec ça, le sens du toucher, le douleur, mais aussi beaucoup de mouvements, aussi des mouvements des organes intérieurs qui sont une partie de ce système. Et ça veut dire, si on a un problème avec ça, vous pouvez imaginer que ça peut avoir beaucoup de conséquences pour le patient. Cette maladie est très rare, entre 1 et 9 sur 100 000 adultes. Dans les enfants, c'est un peu moins rare. C'est pourquoi j'ai estimé qu'on a probablement entre 500 et 5 000 patients en France avec cette maladie. La maladie est la cause pour des déficiences sensorielles. Ça veut dire qu'il y a des patients ont souvent des douleurs et aussi symbolisé avec cette image des douleurs ou des picotements qui est très perturbant pour les patients, mais aussi des déficiences motrices qui ont un impact sur le mouvement des patients. Et souvent, dans les phases graves, les patients ont même une aide d'une assistance pour marcher, parfois même un fauteuil roulant. Et une dernière caractéristique, c'est une maladie auto-immune. C'est important pour notre projet. Maladie auto-immune, ça veut dire que les anticorps, les auto-anticorps et ou des cellules des systèmes immunitaires jouent un rôle. Pour le moment,
pour diagnostiquer cette maladie, les méthodes de diagnostic qu'elles on utilise, c'est souvent au début un examen clinique, du neurologue, par exemple. C'est par exemple des tests je peux aussi rajouter une laser pointer. Est-ce que vous voyez le laser pointer? Oui, d'accord, parfait. Oui, par exemple, des tests des réflexes. Et notre exemple, autre méthode de diagnostic très importante pour ces maladies, c'est l'électromyographie ou EMG. Pour ces tests, il faut insérer des électrodes dans les neurones et pour mesurer les signaux des neurones. Et comme ça, on peut estimer la vitesse, mais aussi avec la forme, on peut estimer le progrès de la dégradation neuronale. Et nous avons la chance qu'un de notre chef, le chef de service neurologie, le professeur Jean-Philippe Camdesanché, il est un des experts nationaux et aussi internationaux pour ces méthodes, surtout pour les maladies du système nerveux périphérique. Et oui, donc nous sommes très contents d'avoir Louis dans notre projet. Oui. Aussi, en ponction lombaire, je n'avais pas envie de mettre une photo de ça, ce n'est pas agréable. Aussi, ça, c'est un peu plus agréable et aussi beaucoup plus facile à accéder, prélèvement sanguin. J'ai utilisé une autre photo de Neurodis parce que, oui, ça, c'est le but le but de notre projet. C'est ici pour le prélèvement sanguin. La radiologie, c'est rarement fait. Je crois que ça dépend du pays, si c'est fait parfois ou pas. Donc, un des grands problèmes pour ces maladies et pour les patients, c'est très souvent on a un délai diagnostique très important. Pour les patients, ce n'est pas du tout agréable parce que souvent, ils attendent plusieurs années jusqu'à ce qu'ils ont une diagnose et le bon traitement. Et la raison, c'est parce que toutes ces choses, les méthodes diagnostiques, ce n'est pas ou, c'est plutôt et. Alors, il faut faire toutes ces méthodes diagnostiques pour avoir une réponse ou une diagnostic. Et nous, on veut changer ça. Et nous, on pense que les analyses on peut trouver des biomarqueurs intéressants. Et pour le moment, malheureusement, on a seulement une très petite minorité de 5%. Ils sont des patients pour lesquels on trouve des biomarqueurs dans le sang. Pour les autres, on veut améliorer cette situation. Et ce qu'on veut trouver, c'est qu'est-ce que je parle, quand je parle des biomarqueurs, on cherche des auto-anticorps. C'est une partie de l'immunité humorale. En latin, humor, c'est pour liquide. Donc, on sait que cette molécule se trouve dans la partie liquide, dans le sang ou lymphe de notre corps. Et ça peut être la cause, ça peut attaquer les nerfs, par exemple. Et comme ça, c'est à la fois une malchance, parce que ça peut causer la maladie, et aussi une chance, parce qu'on peut utiliser les anticorps comme outil diagnostique. Et oui, par rapport aux anticorps, probablement, vous dites, les anticorps, j'ai toujours pensé, c'est quelque chose de positif, et vous avez raison. Habituellement, les anticorps sont un outil défensif. Alors, dès que nous avons une bactérie ou un virus, cette image, vous avez déjà vu millions de fois les dernières années, mois. Donc, oui, dès qu'on a un intrus dans notre corps qui est reconnu comme pathogène, notre corps produit des anticorps qui sont comme des armes ou une défense contre ces intrus. Et une autre chose importante à comprendre pour les anticorps, ils sont très spécifiques pour une protéine. Donc, ils marchent un peu comme une clé et une serrure. Donc, votre clé de votre porte chez vous, ça ne rentre pas, j'espère, chez votre voisin,
parce que les clés sont très spécifiques. Et ça veut aussi en même temps dire pour la vaccination, par exemple, pour le COVID, on utilise l'information d'une protéine sur la surface. Et vu que les anticorps qui sont produits après, ils sont très spécifiques, ça veut dire que la vaccination anti-COVID n'aide pas pour la grippe, par exemple. Et la raison est parce que les anticorps sont très spécifiques. Et ça, c'est bon qu'ils sont très spécifiques parce qu'on veut éviter que ces armes ils attaquent notre propre protéine. Parce que aussi sur notre cellule, sur notre neurone, on a plein de protéines sur la surface. Et ça ne serait pas du tout bon si les anticorps attaquent notre propre protéine. Mais parfois, on trouve ça se passe. Et ça, on appelle auto-immunité. Et ça veut dire, dans ces cas, on perd la tolérance du soi. On dit normalement, le corps, notre système immunitaire, il a une tolérance contre notre propre cellules et protéines. Mais parfois, souvent, on ne sait pas encore pourquoi, mais on perd cette tolérance. Alors, on a des anticorps qui sont ciblés vers notre propre cellule, les neurones dans ces cas pour la PIDC. Et une des grandes questions scientifiques importantes pour comprendre cette maladie, c'est où se lient les anticorps. Il faut le savoir pour comprendre la maladie, mais aussi pour développer un kit, par exemple, pour aider le diagnostic pour cette maladie. Et comment on peut faire ça? Donc, imaginons, on a une coupe ou une culture cellulaire des neurones dans le microscope, par exemple, et après, on le laisse réagir avec un sérum avec des patients. Et comme ça, on peut tester où l'anticorps accroche. Ça aide déjà à mieux comprendre les anticorps. Et les anticorps, théoriquement, on pourrait accrocher le myeline ou le nœud de Ranvier. Toutes les deux, myeline et nœud de Ranvier, jouent un rôle pour la transmission des signaux électriques ou neuronaux, pour la communication entre les neurones. Théoriquement, des anticorps pourraient accrocher les noyaux ou le soma, le corps des neurones. Mais on a aussi des exemples pour anticorps contre les synapses. Tous ces anticorps sont connus pour les autres maladies, mais pas pour le PDC. Pour le PDC, pour longtemps, on ne savait pas si et où il accroche les anticorps, mais depuis quelques ans, on sait où une proportion des patients accrochent ou attaquent. Et ça, on sait parce qu'on a rend visible le lieu des accrochements. Et comment on fait ça? Avec l'œil nu, on ne voit pas les anticorps. Ça veut dire qu'il faut utiliser un outil et on utilise, dans la science, on appelle ça un anticorps secondaire avec un marquage. C'est comme une lampe, si une lampe rouge, pour rendre visible les anticorps qui ont accroché. Et ça a été fait ça c'est une image d'une publication de recherche internationale d'un collègue à Montpellier, Jérôme Desvaux. Et ici, il a utilisé un sérum d'un patient PDC et il a utilisé, on va dire, une lampe rouge. Et si on a un signal rouge, on sait où les anticorps dans ce sérum attaquent cette cellule. C'est le neurone. Il a utilisé un neurone, une biopsie d'un patient ou un neurone d'un souris ou rat. Et on voit ici, avec la couleur rouge, que ces patients-là, ils attaquent ces parties du nerf. Et ça, c'est on appelle le nœud de Ranvier. Et il a trouvé qu'environ 30% des patients attaquent le nœud de Ranvier. Les autres patients, ils attaquent plutôt une autre partie. Mais la question est, est-ce que c'est applicable au diagnostic?
La réponse, malheureusement, c'est plutôt non, parce que c'est difficile de standardiser quelque chose comme ça dans la routine d'un hôpital, parce qu'on aurait besoin toujours des préparations nerveuses, soit des biopsies des patients ou toujours des animaux. Et c'est difficile à standardiser, parce que normalement, dans la routine d'hôpital, on préfère d'avoir des kits où on code des plaques avec un antigène. Antigène, c'est la protéine qui est ciblée par l'anticorps. Et oui, on ne peut pas mettre les nœuds de Rhombier dedans. Ça, c'est difficile à standardiser. Il faut continuer à poser la question. La même question, presque. Ça, c'est très souvent dans la science. On avait une question, où se lient les anticorps? On a trouvé la réponse. Mais souvent, les scientifiques, ils sont jamais contents. Il faut continuer à poser des questions, parce qu'on dit, d'accord, le Rhombier, c'est bon, mais où plus exactement se lient les anticorps? Et ces questions sont importantes, parce que le nœud de Rhombier, c'est un système complexe. Donc, il y a plusieurs, même différents types de cellules. Ça, c'est le myéline. Ça, c'est une partie du neurone. Ça, c'est l'axone. Et sur la surface et aussi dans ces cellules, on a plein de différents protéines comme ça. C'est une chaîne d'ions. On a différentes protéines qui sont importantes pour la structure, pour la stabilité de toute cette construction. Et théoriquement, tout ça, toutes les protéines pourraient être le cible des anticorps. Et peut-être vous pouvez dire, pourquoi on n'utilise pas de nouveau notre anticorps secondaire avec la lampe, avec le marquage avec le marquage fluorescent. Et oui, ça marche ici dans le schéma, mais ici, dans la réalité, on a deux problèmes. Une est la résolution n'est pas assez haute pour voir des protéines séparément. On voit plutôt la région, mais pas des single protéines. Et notre problème, même si on voit tous les pixels et les protéines, si on voit où l'anticorps accroche, on ne sait pas encore quelle est la protéine. Donc, il faut savoir quelle est la protéine pour développer un kit diagnostique. Et c'est pourquoi nous, dans notre projet, on a déjà utilisé, dans ces nouveaux projets, on va utiliser un produit, un outil qui s'appelle puce à protéines. C'est un produit biotechnologique et haute technologique, high-tech. Et dans ces puces, ce n'est pas nous qui le font, parce que ça durait très longtemps et on travaille ensemble avec des autres groupes qui sont spécialisés dans ça. Et c'est les mêmes protéines. Vous avez vu ces protéines-là, par exemple, et ces protéines-là sont appliquées c'est comme une lame pour le microscope. Et dans un très petit point, ils ont appliqué toutes les protéines du nœud de Rhombier, par exemple. Mais pour ne pas rater des autres candidats, on travaille avec des groupes qui font des lames avec environ 20 000 protéines humaines. Donc, c'est presque toutes les protéines qui existent. Et oui, avec ça, comment on va continuer. Après, il faut incuber, il faut laisser réagir le sérum des patients, par exemple, avec ces lames, avec les 20 000 points. Ici, je n'ai pas fait tous les 20 000, j'ai fait une quarantaine pour vous montrer comment ça marche. Et pendant, on laisse les anticorps et le sérum réagir. Les anticorps dedans, ils font ce qu'ils font toujours, ils accrochent leur cible dans le meilleur cas. Mais un problème, c'est qu'on a plusieurs réactivités après, plusieurs signaux, mais il n'est pas sûr, ou il n'est même pas très probable que chaque signal ait
marqueur est associé avec la maladie, parce que chaque personne a plein d'anticorps dans le sang, du maladie, du rhume, des vaccinations. Et c'est pourquoi il faut au début, de nouveau, un anticorps secondaire pour rendre visible tous les anticorps et où ils sont ciblés. Et surtout, il faut des contrôles, parce que dans les contrôles, on a des personnes saines, par exemple, avec toutes leurs maladies normales, je dis, et les vaccinations. Et ça veut dire que les anticorps qui accrochent spécifiquement et non spécifiquement, on va aussi trouver dans les contrôles, mais pas aussi dans les patients. Mais nous, on cherche les candidats, des exemples pour les anticorps qui accrochent uniquement dans les patients et jamais dans les contrôles. Après, ça, c'est un candidat pour un anticorps qui est peut-être associé avec la maladie PIDC. Et ça, c'est le schéma. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est les vraies images. Après, on a scanné ces lames. Et vous voyez, ça, c'est un exemple pour un signal qui est présent dans les patients, mais absent dans le contrôle. Des autres signaux, comme celui, est présent dans tous les deux, donc c'est probablement pas intéressant pour la maladie. Et j'avais la chance d'apprendre et appliquer cette méthode déjà il y a quelques années maintenant à Cambridge, en Angleterre. Et ces photos sont juste pour vous montrer comment ça semble. Donc ça, c'est des lames avec les 20 000 points. On ne les voit pas, bien sûr, elles sont trop petits. Mais il faut un scanner avec une très haute intensité et résolution. Et après, avec un ordinateur, on peut zoomer et on voit les différents points et les réactivités. Mais l'analyse après, bien sûr, on ne fait pas par l'œil. On a des logiciels pour quantifier pour chaque point la réactivité des patients et aussi des contrôles. Et dans une première étude, on a déjà des résultats prometteurs qui étaient même le début de notre idée pour ces projets, un nouveau projet-là. On a par exemple trouvé déjà des candidats qui pourraient jouer un rôle, des candidats, des anticorps qui sont présents dans un sous-groupe des patients et absents dans les contrôles. Et il faut aussi, dans notre projet, à l'avenir, valider ces candidats dans une plus grande cohorte. Et une autre chose qui est aussi très importante pour notre projet soumis, et ça, c'est une différence que l'on a trouvée entre les répondeurs et non-répondeurs d'un certain traitement pour le PDC, c'est la IVIG, l'immunoglobuline intraveineuse. Ça, d'ailleurs, c'est en anglais parce que ça, c'est les résultats originaux publiés cette année de Yannick Toulance et moi. Et nous avons trouvé que chaque point est un patient. Et ici, ça, c'est le nombre des protéines sur les puces que chaque patient a ciblé. Possible. Et on a trouvé que les patients PDC qui sont répondeurs pour ces traitements, ils ciblent significativement plus d'antigènes comme les non-répondeurs. C'est aussi les patients PDC, mais ils ont un non-répondeur. Et après, on a dit c'est très intéressant. Peut-être ça pourrait même aider à comprendre pourquoi quelques patients, ou la majorité, sont des répondeurs, mais une minorité ne répond pas. Et on a dit ça serait très intéressant de faire deux choses. Une fois de tester ça avec une plus grande cohorte, parce qu'on avait seulement, dans la première phase, on avait seulement 4 non-répondeurs. Et maintenant, un de notre buts, c'est de tester plus de non-répondeurs des patients PDC. Et notre but, c'est de chercher quels sont les antigènes qui sont ciblés par les
répondeurs et non-répondeurs. Et peut-être ça aide à comprendre la maladie et peut-être on trouve même des biomarqueurs qui peuvent merci, prédire le résultat, le succès des traitements. Et oui, alors ça, c'est les idées. Et ici, sur un dernier diapo, je voudrais c'est un peu comme un résumé de notre design et but de notre projet. Donc, dans la première phase, on va faire le criblage de auto-antigènes, alors les protéines qui sont ciblées par les auto-anticorps avec des puces à protéines. Et on veut tester 15 patients de PIDC qui sont non répondeurs au traitement et 20 patients PIDC qui sont des répondeurs et 10 contrôles parce que dans notre analyse d'avant, on a déjà testé quelques contrôles et le but est aussi de rejoindre les résultats. Comme ça, on a plus de contrôles. Dans une phase 2, il faut analyser statistiquement et bioinformatiquement tous les données parce qu'on va avoir plein de données. Et après, avec ça, il faut définir les candidats et les profils des anticorps qui nous semblent intéressants. Après, on a les candidats, il faut les valider. Et pour les valider, on utilise ces méthodes qui s'appellent ELISA et qui est souvent utilisée dans la routine d'hôpital. Et ça, c'est une étape importante parce que dans cette étape, ça décide si on trouve un candidat qui est applicable, qu'on peut utiliser dans la routine, alors si ça peut vraiment aider les patients dans les hôpitaux. Et dans une quatrième phase, il faut décrire les patients qui sont porteurs de ces anticorps dans une façon clinique. Ça veut dire qu'on va comparer, par exemple, si les patients avec un certain anticorps sont plus souvent des problèmes avec les bras que les jambes ou inverse, ou s'ils ont plus souvent des picotements, des douleurs, ou si les progrès, c'est plutôt pire que les autres. Tout ça, on va comparer dans la dernière phase. Alors, le but, résumé dans une phrase, c'est l'identification des candidats et aussi des profils des anticorps, des candidats d'anticorps pour aider le diagnostic et aussi aider les décisions des traitements pour des cliniciens, les décisions des cliniciens pour les patients atteints de PIDC. Oui, alors à la fin, on voudrait répéter notre grand merci à notre supporteur. Et oui, c'est vraiment, on était content qu'on peut commencer ces projets. Et oui, aussi un merci à nos collègues parce que oui, même si moi, je l'ai soumis, je suis le porteur de ces projets, mais sans les neurologues, par exemple, je n'ai pas de sérum, on ne peut rien faire. Alors, toujours s'il manque un élément dans cette chaîne, la chaîne casse et on ne peut plus travailler. Alors, oui, un grand merci à tout le monde qui sont dans le projet. Et oui, un grand merci à vous qui ont écouté et nous sommes contents d'écouter de votre question et on peut discuter un peu notre projet. Si vous avez des idées, choses à améliorer ou rajouter ou des idées pour un prochain projet, pour l'année prochaine, nous sommes très intéressés. Alors, merci. Oui, merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était super de pouvoir avoir accès à tout ça. Est-ce que effectivement, on peut proposer à tout le monde de... Oui, alors n'hésitez pas. Vous avez dans la barre d'outils la possibilité de poser des questions, Q et R, questions et réponses. Merci pour cette présentation que j'ai également trouvée très claire. C'est difficile de mettre à la portée de tous les aspects scientifiques, surtout ceux-ci qui sont particulièrement pointus et vous avez relevé le défi, bravo, y compris dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Grand bravo.
Et moi, j'avais une question sur la timeline, sur la durée de votre étude. Comment imaginez-vous les choses? Ça a démarré, nous expliquez-vous. Combien de temps imaginez-vous que l'étude pourrait durer? Donc, selon les règles de Neurodis, on a 2 ans qui sont, si je me rappelle correctement, et ça devrait, oui, bien marcher. Donc, la partie, dès qu'on trouve un moment, donc un problème pour le début, c'est la pandémie, parce que pour la phase 1, il faut que je revienne à Cambridge pour faire les analyses. Et oui, maintenant, on ne sait jamais quelles sont les règles et pour éviter que je suis 2 semaines en quarantaine. Et oui, je reviens. Alors, on est en train aussi de rechercher les sérums. On a essayé de contacter différents centres collaborateurs pour trouver notamment les PIDC qui ne répondent pas aux IGIV, qui sont quand même des situations un peu plus difficiles à retrouver. Donc, on est encore à la recherche de certains de ces sérums. Et après, effectivement, pour toutes les analyses, il faudra que Christian puisse retourner à Cambridge. Oui, et une fois ça marche, cette partie-là est relativement rapide. Donc, ça, c'est faisable dans 1 mois. Cette analyse après, ça, vu qu'on a, je l'ai compté une fois, on a chaque point 2 fois. Et alors, on a 40 000 données par patient. Et si on a plus que 40, alors la dernière fois, je suis rentré avec environ 1 million de données en total. Ça veut dire que ça durait un moment jusqu'à on a trouvé des structures dans les données. Ici, je dis 6 mois peut-être. Après, ça, c'est un process qui peut durer quelques mois, parfois 1 an pour la validation des ELISA. Et après, ça, c'est aussi quelque chose qui peut aller rapide, quelques semaines et mois. Oui, donc le but est de réaliser tout ça dans 2 ans. La partie plus longtemps, c'est probablement la validation. Parce que souvent, on a plusieurs candidats et on le teste avec des cohortes plus grands et on remarque, OK, non, avec ces protéines, ça ne marche pas. Il faut peut-être changer le producteur, peut-être la protéine n'est pas bon. Et oui, donc ça, c'est l'idée pour le timeline. 2 ans avec, ça, c'est peut-être le plus intéressant pour le criblage, mais pour la validation, la phase 3 est souvent une phase qui dure très longtemps. Très bien, un grand merci. Alors, effectivement, là, vous démarrez avec 35-45 patients. Est-ce que vous avez des difficultés pour avoir les sérums? Est-ce que l'association peut vous accompagner ou est-ce que vous avez un réseau suffisant? Est-ce que Saint-Étienne, vous restez sur Saint-Étienne ou est-ce que vous allez explorer un peu plus loin? Alors, pour tout vous dire, on a contacté Marseille qui nous avait dit qu'ils en fait avaient pas mal de sérums, notamment de non-répondeurs, et on attend leur réponse exacte pour avoir le nombre finalement de sérums qu'ils pourraient nous envoyer. Et après, une fois qu'on a leur retour, éventuellement, si on n'a pas le chiffre qu'on voudrait, on pourrait en effet contacter la filière neuromusculaire, enfin toute la communauté. Voilà, exactement. Oui, très bien. Alors, nous avons une réflexion, Christine, qui nous dit vous aurez besoin d'une plus grande cohorte de patients, besoin de patients volontaires à terme, ou ce sont des sérums finalement qui sont dans un premier temps pré-identifiés par les cliniciens eux-mêmes et qui vous les adressent? Comment ça fonctionne? Alors, pour la phase 1, donc une fois qu'on aura le nombre, je pense que ça ne sera pas très compliqué à avoir le nombre parce qu'ils ne sont pas très élevés, ces chiffres. C'est peut-être sur la phase 3 où on va avoir besoin de plus grandes cohortes pour valider chacun des candidats qui pourraient être intéressants. Alors, on a déjà une collection de sérums donc à Saint-Étienne, où on a quand même déjà presque 200, enfin je dirais 150 à 200 sérums de PIDC.
Donc, ce qui nous permettrait déjà d'avoir finalement suffisamment de sérum pour faire une première validation et éventuellement, après, on regardera si on aura le temps de faire une validation en prospectif via finalement une demande de participation de nos centres collègues. Mais pour l'instant, on était plutôt parti par faire une validation sur les sérums de notre collection d'échantillons biologiques. Bien sûr. Une question dans le chat qui reprend un petit peu la première question posée sur l'échéance et peut-être sur la manière, à quelle échéance pensez-vous qu'on pourrait transposer ça en clinique, en routine, si toutefois on s'aperçoit que évidemment que ça a un intérêt, c'est tout le but de votre recherche. Là, on est sur une échéance de 2 ans avant d'avoir des premiers résultats. Et comment on peut imaginer ça, transposer cela dans la clinique finalement assez courante ensuite du praticien, quoi. Je vais répondre. Oui. Alors, pour tout vous dire, c'est un programme qu'on a déjà testé sur d'autres pathologies. On a notamment fait ce genre de design pour les neuronopathies sensitives. Donc, on avait fait à peu près le même cheminement, donc avec un criblage sur des puces à protéines. On avait trouvé des candidats. On avait validé en ELISA, etc. Et maintenant, on avait décrit cliniquement les patients. Et maintenant, c'est en routine. Et ça a pris au global, ça a dû prendre 4-5 ans pour que maintenant, les tests soient disponibles pour tous les cliniciens pour cette pathologie qui était les neuronopathies sensitives. Donc, on est en train de valider un deuxième auto-anticorps dans cette même pathologie des neuronopathies sensitives, qui risque de passer pareil en routine très rapidement. Donc voilà, la timeline pour finalement qu'il y ait vraiment une application, on va dire, de routine, on peut en 4-5 ans y arriver, quoi. Ouais, ça reste c'est ce qu'on a déjà fait donc avec d'autres auto-anticorps dans d'autres pathologies. Une question sur des pays d'essai plutôt à prédominance sensitive. Est-ce que là, ce qu'on comprend de votre projet, c'est qu'on n'est pas sur une inclusion de patients qui est très liée à la symptomatologie, mais plutôt à la réponse à un traitement plutôt qu'aux symptômes? Oui, mais aussi les symptômes, parce qu'une première critère pour sélectionner les patients, c'est qu'on veut une PIDC définitive. Et pour sélectionner les PIDC définitifs, il faut certains critères. Oui, on a quelques critères et beaucoup de critères sont par rapport aux cliniques et aussi le EMG, l'électroneuromyogramme. Et ça veut dire ces choses, donc la sélection par rapport aux cliniques, c'est déjà dans une phase très tôt dans le sélectionnement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la PIDC, qu'elle soit un peu à prédominance motrice ou sensitivo-motrice, finalement, c'est quelque chose. Vous vous en remettez aux cliniciens pour cette phase-là, en fait. C'est ça. Oui. Il faut que toutes les PIDC qu'on a sélectionnés répondent aux critères de diagnostic qui sont publiés. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, d'autres questions? Moi, j'avais une question sur le test ELISA, qui est un test qui existe, je ne suis pas un expert, mais qui existe depuis longtemps et dont on peut imaginer qu'à terme, ça ne sera pas un coût complètement délirant pour la collectivité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez d'ores et déjà ou en tête ou expérimenté? Parce qu'on le sait, pour qu'un test finalement se mette en place en routine, il faut que le coût soit absorbable par la collectivité. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui auquel vous avez pensé? Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et pour tout vous dire, donc, quand je vous parlais des anticorps précédemment qu'on avait trouvés donc, dans les neuronopathies sensitives, donc on les a développés en ELISA et on a estimé que le coût finalement pour faire les expériences donc on a transféré notre méthode au laboratoire d'immunologie
du CHU, qui va s'occuper donc vraiment de ces analyses en routine. Et ils ont passé une commission pour faire évaluer finalement le rapport entre la somme nécessaire pour faire les manips et finalement l'argent qui va être récupéré par le laboratoire, donc qui est payé par les différents CHU prescripteurs. Et cette commission a jugé justement donc, ces développements de tests ELISA cohérentes en termes de prix pour justement qu'elles soient mises en place au CHU. C'est quelque chose qui, alors bien sûr, il faut en démontrer l'intérêt pour la communauté, mais si vraiment l'intérêt est clairement démontré, et que le prix n'est pas trop excessif, il n'y a pas de raison pour que notre commission locale n'accepte pas de prendre en charge ce coût. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les patients, bien sûr, et même pour les cliniciens, parce qu'on voit arriver parfois sur le marché des tests passionnants, mais qui ne sont pas absorbables, en tout cas rapidement par la collectivité. Mais tous les nouveaux tests sont évalués, doivent être validés par cette commission, et on doit faire une étude qui doit comparer finalement le gain de développer ces tests et malheureusement le côté financier. Les études médico-économiques sont obligatoires pour chaque nouveau test. Donc, dans notre CHU. D'accord. Alors, d'autres questions? Alors, moi, je veux bien, j'ai encore des tonnes de questions, mais on n'ira pas au-delà de 4 heures. Mais, sur la question des biomarqueurs et spécifiquement, est-ce que vous avez déjà une banque de données? Vous avez travaillé sur d'autres pathologies, vous avez déjà pré-identifié des biomarqueurs candidats, si je puis dire, et vous allez les tester en priorité, ces candidats, ou comment envisagez-vous de faire les choses? Oui, on a commencé avec les tests pour quelques candidats pour 2 maladies. C'est le PIDC ou aussi les ganglionopathies. Et pour le moment, nous sommes plus loin avec les ganglionopathies parce qu'on a un candidat qui, comme Yannick Tolens a déjà dit, qui est déjà très proche à être utilisé dans la routine. On a un deuxième candidat pour la ganglionopathie qui a été publié cette année. Et on est en train maintenant d'établir une kit qu'on peut aussi transférer à l'hôpital. Et on a un troisième candidat pour la ganglionopathie qui est encore dans la phase d'établir la méthode, trouver une méthode pour voir si on peut valider ces candidats. Pour le PIDC, on a aussi plusieurs candidats, mais on a remarqué que c'est plus difficile de valider les candidats parce que la réactivité est plus faible, comme pour la ganglionopathie. Donc, pour ces candidats-là, on avait 5 candidats jusqu'à maintenant pour le PIDC et ils sont encore dans la phase de validation. Et pour quelques-uns, on a dit que c'est probablement un faux positif parce qu'on n'a pas trouvé des bonnes paramètres du méthode pour continuer avec celui. Donc oui, par rapport à votre question, on a plusieurs candidats, on est très loin avec la ganglionopathie, qui est aussi une maladie périphérique, et un peu moins loin avec le PIDC. Mais vu que le PIDC est très important, on a dit qu'il faut mettre un focus maintenant sur le PIDC pour continuer avec ces projets-là. Et puis, comme on souhaiterait finalement pouler les données de la première étude avec celle-ci, peut-être qu'on retrouverait d'autres candidats pour les CIDP qui n'étaient pas forcément sortis lors de la première étude parce qu'on avait finalement inclus on n'avait peut-être pas inclus assez de patients PIDC. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu plus de données en rajoutant des patients
PIDC également. Oui, pour choisir des candidats, on a plusieurs critères. Donc, il faut chercher des anticorps qui étaient avec des signaux très forts dans le puce à protéines et en même temps qui étaient positifs dans une plus grand possible pourcentage des patients et absents dans les contrôles. Et donc, c'est pourquoi les candidats, il n'y a pas une limite ou une frontière entre candidat ou non candidat. Ça dépend toujours à notre critère. Si on dit un bon candidat, parce qu'on a plein de candidats qui sont très forts, qui étaient très forts dans un seul patient PDC et absents dans tous les contrôles. Mais avec on a déjà testé une vingtaine des PDC et 1 sur 20, c'est 5%. Donc, c'est environ dans la même région comme pour les anticorps qui sont déjà décrits pour PDC. Donc, on ne peut pas dire c'est trop rare. Donc, peut-être ils ont des candidats intéressants, mais on a 20 candidats. Donc, pour le moment, c'est trop à tester. Et pourquoi, comme Yannick Tolens a dit, il faut tester plus de patients pour savoir quels sur les 20 candidats, quels sont intéressants et quels sont plutôt des faux positifs. Et un mot, si c'est possible, sur la phase 4, qui revient finalement sur la clinique, sur la description des symptômes du patient. Et ça, c'est un lien finalement que vous ferez avec les symptômes, avec les critères non répondeurs, répondeurs au traitement, et qui peut vraiment à l'arrivée apporter beaucoup aux cliniciens sur le profil des patients qu'il aura à rencontrer. Alors l'idée, c'est, on a commencé, elle est même actuellement disponible, à faire une collection de données en fait, une collection de données Alors, pour tout vous dire, on avait commencé par faire une collection des données pour les neuronopathies sensitives. Mais comme on recevait de plus en plus de sérums de PIDC, pardon, on avait décidé de travailler avec une interne pour qu'elle récupère effectivement toutes les données cliniques qui sont, on va dire, plus spécifiques de la PIDC par rapport à la neuronopathie sensitive, et notamment les données EMG. Et donc, on est en train de construire finalement la base, la collection de données pour tous nos patients PIDC. Donc, à partir du travail de cette interne en neurologie qui nous a aidé à reprendre déjà les données qu'on avait et à les, on va dire, augmenter le nombre de données qu'on pourrait collecter. Donc là, on est sur des données cliniques. Hein. Vous évoquez, quand vous dites données, oui, je parle de données cliniques. Hein. Des données de symptômes, en fait, pour exactement. dire les choses simplement. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une base de données. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Écoutez, est-ce qu'on aura la chance de se reparler avant la fin ou à la fin de votre étude? Enfin, quelle serait la temporalité qui serait pertinente pour voir si tout va bien, si on peut vous aider, voilà. Oui, ça dépend si vous êtes intéressé dans la fin. Oui, on devrait trouver une date dans 2 ans. Mais peut-être déjà après, on a trouvé des options pour revenir à Cambridge. Ça pourrait être déjà intéressant d'avoir une idée sur les candidats. Ça va être trop tôt pour parler sur les noms des protéines. Mais oui, ça dépend sur quelle étape de ces 4 phases vous êtes intéressé. Mais oui, nous sommes intéressés. Donc, je crois le temps. Dans 1 an déjà. Oui, dans 1 an. D'ici une petite année, on peut refaire, ça peut être en fonction, bien entendu, de la pertinence que vous évaluerez. Hein, oui. Si ça va plus lentement que prévu, c'est aussi le principe de la recherche. Hein, si c'était simple, on le saurait d'avance. Oui, exactement. On peut avoir une bonne surprise. Si avec la pandémie, on ne sait pas si elles sont obligées d'aller en télétravail,
c'est difficile à faire les puces chez moi. Plus approprié. Oui, on a l'espoir. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier pour cet échange. Encore une fois, vraiment, nous sommes ravis de participer à ce travail passionnant, même si c'est vous qui allez tout faire. Et je voulais vraiment remercier la Fondation Neurodis que je n'ai pas fait en préambule. Voilà, c'est par votre intermédiaire que nous avons eu connaissance de votre projet de recherche. Et continuez de soutenir ce type d'initiative et les patients se mobiliseront aussi pour que les choses se fassent. Ça, c'est une certitude. Oui, écoutez, on est ravis aussi d'avoir pu permettre ces échanges. Donc, du coup, si je résume, on part sur une aventure qui va durer 2 ans. Donc, on sera ravis effectivement de faire le lien et puis d'avoir de vos nouvelles, savoir comment ça se passe à Saint-Étienne et à Lyon, du coup, parce que l'équipe neuromyogène de l'Institut neuromyogène est à Lyon. Donc, voilà, tenez-nous informés. Et puis, c'est un projet qui est doublement intéressant avec son ouverture européenne, du coup, la collaboration avec Cambridge. Voilà, donc on est très content d'avoir pu vous aider et on remercie encore les donateurs, l'association AFNP et les donateurs particuliers, notamment un qui ont pu vraiment permettre de soutenir ce projet. Voilà, écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Il n'y a plus d'autres remarques. Et nous sommes dans les temps. Et on est dans les temps. Incroyable. Merci à vous deux d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. Voilà, et puis on se donne rendez-vous dans 1 an. Et tous nos vœux de succès vous accompagnent. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci d'être venus vous connecter. Au revoir.